Salut Pierre! Ah, salut Sylvain, j'espère que tu as NordVPN. Ah ouais! Et j'ai aussi... Non mais je te parle là! Bah oui, mais t'es de profil et j'en vois pas. Moi je suis plus grand que toi, moi je suis plus petit que toi. Le poirier! Oh shit. Tu connais? Oui. Il y a un truc, c'est que quand tu deviens bon, ils te mettent avec des joueurs bons. Parce qu'ils arrivent à retracer tes données. Avec un VPN, ils savent pas où t'es. Donc en fait, tu peux te retrouver vers des gens avec des niveaux complètement disparates. Donc soit tu te fais complètement latter la gueule, soit t'es avec des énormes merdes et toi tu gagnes un maximum de ratio. Ouais. Avant, je n'avais aucun argument pour NordVPN. Mais depuis que je sais que je peux claquer un ratio dans... Chers téléspectateurs, vous pouvez bénéficier de notre promotion sur NordVPN évidemment, mais aussi sur NordLocker qui n'est rien d'autre qu'un cloud. Et t'as aussi l'offre NordPass. Et NordPass c'est pour tous tes mots de passe, ça les sécurise en fait. C'est genre t'as un mot de passe pour tout, mais lui à chaque fois le change. Donc même si tu te fais hacker, tu peux pas te faire hacker mon pote. J'ai juste l'air de mot de passe. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un abonnement à NordVPN, il va roter dans 5 secondes. 3, 4. Putain de merde, vous savez que si vous souscrivez à un abonnement à NordVPN, grâce à notre putain de merde, vous soutenez la chaîne. Genre, mais vous soutenez vraiment la chaîne. Mais non! Si, bah si. T'as payé la Mercedes. Non, la chaîne. Allez, soutenez la chaîne. Cliquez en description. Merci, bonne vidéo. Ciao. Et les allergies? C'est vrai que j'aurais pu me moucher avant que ça tourne. Non, ça n'a aucun intérêt. Faut en faire profiter la populace. Bonjour les loulous, comment ça va? Waouh, c'était fort. Là, je veux un écho. Eh oh! Ça va bien? Oh, bah ça va pas mal, il fait beau. Et on a une super voiture à vous présenter aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on en cherche une comme ça. Ça fait un moment qu'on en cherche une dans cet état-là. Et on est très content de pouvoir vous la montrer. Donc on remercie Hugo, le propriétaire, qui nous apporte cette voiture. Son Instagram est en description. Et on remercie également le circuit de l'Ouest parisien qui nous met à disposition la piste. Ils sont toujours aussi cool, hein. Ils font des stages de pilotage, des formations. Tout est en description sur leur site. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors aujourd'hui les enfants, nous avons une voiture exceptionnelle. Ce n'est pas une Ferrari malgré la couleur qui s'en rapproche. C'est très rouge Ferrari quand même. On n'a pas une bonnette. C'est probable. Parce qu'il y a de la ventition et je suis sûr que ça va s'entendre. Allez, là c'est le moment ASMR, n'hésitez pas. Allez, c'est merde là, parce qu'à mon avis, vraiment, on est sur un level de... Ah putain! Aujourd'hui on vous présente cette voiture. Cette voiture est une Honda NSX. Alors pour vous le résumer, la Honda NSX était appelée la Ferrari japonaise, parce que c'était ça à peu près. Voilà. On va rouler. Putain, l'histoire la plus concise de la chaîne, c'est pas mal hein? Encore. Cette voiture en plus d'être extrêmement intéressante, techniquement est une voiture extrêmement intéressante dans son histoire. Donc nous sommes à la fin des années 80, en 89 très exactement, et Honda présente ceci, la Honda NSX, sur un salon. D'abord c'était NS-X, il était contracté NS, on s'en branle vraiment. Très bien, belle idée. Donc la conception de cette voiture date du milieu des années 80. Donc en Formule 1, Honda est très impliqué, notamment fait des moteurs. Qui iront même sous le pied droit du fameux Ayrton Senna, d'Alain Prost aussi, accessoirement. Des gens bien. Des gens qui ont déjà conduit un peu. Voilà, ils ont le permis quoi. Conduite accompagnée quoi. Vite fait encore. Hein. Honda est une marque qui serait chez nous équivalente à un Renault, tu vois, c'est des voitures généralistes, c'est des voitures vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Ils aiment bien un petit peu faire la blagounette de temps en temps, un peu comme un Peugeot finalement. Pour des voitures normales et de temps en temps un peu ils s'amusent. Honda, ils avaient déjà cette vision là avec des voitures un petit peu rigolotes, mais ils avaient jamais vraiment sorti de modèle un peu très énervé. Je suis énervé là! T'insultes ta mère! Attends, tu vas voir! Attends, je suis... Et fort de cet engagement en Formule 1 et fort du fait qu'ils savent en faire de la voiture en fait, qui roule fort quand même. Ils avaient quand même un peu d'expérience, tu veux, après quelques années en Formule 1 et ils savent faire. Ils se sont dit ça pourrait être pas mal de faire un truc qui nous donne un peu plus d'image, notamment sur des marchés qu'ils ne touchaient pas à l'époque, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Il leur fallait donc un véhicule vraiment statutaire, un véhicule qui donne un petit peu du corps à la gamme. Et on se retrouve donc avec cette voiture, la Honda NSX.
cette voiture a été présentée dans cette couleur rouge et ça a été beaucoup vendu dans cette couleur rouge. Du coup, c'est ce que je vous disais au tout début, cette voiture se veut être la Ferrari japonaise. Cette petite contraction de phrase a été souvent utilisée, mais pour le coup, c'est réellement le cas. Cette voiture, dans sa conception, a pris pour total exemple donc la Ferrari 328, puis la Ferrari 348 sur la fin de conception. Donc, se voulait être une concurrente directe des Porsche et Ferrari. Ça, ils n'ont même pas caché. Bah non, mais à un moment, il faut vouloir arriver sur un marché, il faut que tu fasses un truc que les gens qui sont sur ce marché connaissent déjà un petit peu, donc pas trop le choix quoi. Cette voiture au Japon sort en 90 et en Europe en 91. À l'époque, Ferrari sortait la Ferrari 348. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est que c'est tout pareil que celle-ci. C'est-à-dire qu'on a un moteur atmosphérique en position centrale arrière, on a une propulsion, on a une boîte manuelle et on a quasiment pas d'assistance. Voilà, c'est tout pareil. Il y avait un truc qui changeait. Vous allez me dire naturellement le prix, puisque c'est une Honda, c'est une japonaise. Tu te dis, bah ça n'a pas l'image d'une Ferrari, ça n'a pas l'aura d'un Porsche. Bah ouais, ils sont arrivés sur le marché, forcément pour briser le game, ils ont mis ça moins cher quoi. Ouais. Non, vraiment convaincu de cette voiture à l'époque. Tu pouvais largement t'acheter une Ferrari à cette époque-là pour ce prix-là. Que quand t'achetais ça, t'étais con. Les cons. Mais tu faisais vraiment le choix d'acheter ça, alors que t'aurais pu prendre autre chose. Alors pour vous le resituer, donc cette voiture que nous avons sous les yeux, qui nous est prêtée par un loulou, est une toute première version, donc c'est une 91, donc on a la boîte 5 qui ne sera pas restée très longtemps au catalogue. Cette voiture est donc équipée à l'arrière d'un V6 full alu. Alors je crois que le bloc est en alu aussi, hein. Il y a plein de tueries là-dessus, je vous explique. Le moteur est ici, alors c'est très drôle, on en a parlé juste quand on est arrivé tout à l'heure. Moi je trouve ça trop cool, parce qu'ils ont fait une... Bah, on peut le voir en plus peut-être. Comment qu'on ouvre? Je me rappelle plus ouais comment on ouvre. Ah bah comme chez Porsche. Alors, regarde, c'est superbe. Alors ça c'est merveilleux. La petite bulle Targa comme ça, trop années 80. J'adore faire toutes les liaisons. Et regarde sous cette petite planche tout à fait bien foutue. Voilà, regarde-le là où il est le moteur là. Et regarde-le bien le moteur là. La concurrence de Ferrari. On vous a dit depuis le début que la voiture est concurrence à Ferrari en 91. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'une Ferrari c'est bien? V8 Atmo. Ah oui. Bon, c'est pas un V8. Mais pas loin en vrai. Divisé par 1, je sais pas faire les calculs, c'est un V6, cassez pas les couilles, c'est bon. Honda avait déjà une expérience dans le V6 puisqu'il proposait déjà des coupés qui n'ont pas forcément été importés chez nous avec des V6. À la base, ils étaient partis sur un V6 3 litres qu'on retrouvait sous le capot d'autres coupés, mais c'était un V6 qui n'était pas forcément très vindicatif quand même. Bah, un V6 de grand tourisme qui prenait des tours mais sans grande forme. Donc ils sont repartis d'une feuille blanche et ils ont dit viens on va mettre un moteur qui a rien à voir. Ce bloc est donc full alu, ce qui était vraiment une nouveauté. Alors ce n'est pas le premier bloc full alu mais pas loin. Mais ce bloc est le premier de la production mondiale à avoir des bielles en titane. C'est cool hein. Toutes ces petites choses en fait c'est ce qui justifie finalement le prix. Hein. C'est pour ça que quand c'est sorti ça valait une couille. Hein. C'est une connerie d'ingénierie. Hein. C'est une grosse connerie d'ingénierie. Alors les bielles en titane c'était à la base pour permettre d'avoir des bielles encore plus légères pour que le moteur prenne encore plus de tours. On sait faire autrement quand même, mais ils se sont dit ça serait cool. Donc les bielles sont en titane, c'est une première mondiale, voilà, c'est trop cool. Et nous avons donc ici le bloc donc dans sa première version qui est un V6 3 litres atmosphérique qui sort autour de 275 chevaux. Et si vous avez suivi notre Vultec sur les japonaises, c'est pile en dessous de 280. Donc ça rentre. Et donc ce moteur eh bien, est typiquement dans la veine de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire moteur atmosphérique qui prend des tours et on le verra tout à l'heure, ça prend des tours grâce à ce truc qu'on voit ici, le VTEC. Donc nous avons de l'injection et nous avons le VTEC. Le VTEC, on avait dit qu'on en ferait un Vultec, on l'a jamais fait, donc je le refais très rapidement. La mécanique, c'est pas compliqué, c'est des compromis et t'as jamais tout. Faut faire des choix. Ce sanglier, lui, il a pas de compromis. Je suis désolé depuis tout à l'heure, hein, mais il y a un sanglier qui lui fait aucun compromis, il est juste en train d'esquiver. La chasse est ouverte. Et là, il y a un sanglier qui a esquivé 225 balles de calibre 12 depuis ce matin. Calmez-vous dans les commentaires, normalement il y a un stand de tir, hein. C'est pas un sanglier dans la forêt. Mais ça me fait rire d'imaginer un sanglier courir quand même. C'est un sanglier dans le stand de tir. Ouais. En mécanique, tu peux pas tout avoir. C'est que des compromis. Soit t'as un moteur qui est souple et plein de couple à bas régime, ce qui fait que tu as un moteur qui est tout de suite répondant mais qui à haut régime va vite s'essouffler. Soit tu as un moteur qui va pas s'essouffler à haut régime mais qui à bas régime, bah, du coup va falloir le lancer, ça va être chiant. Aujourd'hui, on a plein de solutions pour compenser un peu tout ça avec du turbo, avec de la double injection. À l'époque, c'était plus compliqué et à l'époque, il fallait faire des choix. Honda, ils ont fait le choix de pas faire le choix. Ah ouais. Ce qui te donne ton caractère du moteur va surtout être décidé par les arbres à cam. Les arbres à cam, c'est les petites portes à l'entrée du moteur qui s'ouvrent et qui se ferment. Soit tu fais des portes qui sont adaptées au haut régime, soit des portes au bas régime. Je vous la fais très simple, d'accord? Ici, ils ont fait les deux. C'est-à-dire que tu as des portes à bas régime, des portes à haut régime. C'est un bordel. Tu as double arbre à cam en tête, donc tu as deux arbres à cam ici, deux arbres à cam là. Donc techniquement, tu as 4 arbres à cam sur ce moteur. Et en plus, les arbres à cam ont des profils d'ouverture différents. Donc on a une cam pour les bas régimes qui va favoriser le couple et une cam qui va favoriser le haut régime. C'est pour ça qu'on entendra quand on conduira tout à l'heure, d'ailleurs, comme dans l'Integra Hyper qu'on avait aussi essayé. Qui avait le même VTEC et donc l'idée c'est qu'à un certain tour minute, ton autre profil d'arbre à cam qui se déclenche et du coup le moteur change totalement de forme et c'est super chouette.
Et le sanglier, c'est terminé. Là, c'était la dernière. Non, mais c'est fini. Sachant que, pour votre anecdote, ce système de double arbre à cam en tête n'a pas été fait pour aller chercher forcément les hauts régimes, c'était plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire pour aller chercher les bas régimes, pour aller chercher un mode plus utilisable et surtout plus économique, puisque c'était une époque où on cherchait à moins polluer. Cette voiture, par exemple, typiquement possède le catalyseur, alors qu'en face, les Ferrari n'en avaient pas forcément. Ça, a priori, on l'a pas encore conduite, c'est plus utilisable au quotidien que l'Integra Type R. Alors que techniquement, il y a aussi deux profils d'arbre à cam, mais c'était pas pour les mêmes volontés. Ça prend un peu moins de tours, il me semble ça. Donc on a un bon moteur qui va bien finalement dans une voiture qui se veut concurrente d'une Ferrari. À la différence d'une chose très importante, quand t'achetais une Ferrari à l'époque, t'achetais aussi un abonnement au garage le plus proche. Soyons honnêtes, hein, 348 quand ça marche c'est super, alors pas souvent. Honda est donc arrivé sur ce marché de la berlinette moteur central arrière sportive avec la ferme intention de proposer des performances quasiment équivalentes, avec un châssis plus performant et on le verra tout à l'heure parce que le châssis est très intéressant, mais surtout avec une fiabilité. Honda est une marque qui est surtout connue pour sa fiabilité, pour sa mise au point des véhicules, et donc l'idée c'était de proposer une alternative crédible aux Ferrari et aux Porsche avec une fiabilité vraiment incontestable. Et la réalité, c'est que ce moteur est sincèrement fiable, contrairement à ce qu'on pouvait trouver ailleurs chez les Italiens notamment, chez les Anglais et un peu moins chez les Allemands, mais quand même, ça c'est fiable. Et en vrai, c'est une super bonne nouvelle. Sur ce genre de bagnole, c'est quand même bien quand c'est fiable. C'est bien de pouvoir t'en servir, surtout quand tu voyais les prix que tu foutais là-dedans, parce que je rappelle que ça valait le prix d'une Ferrari. Donc le prix d'une Ferrari à l'époque, c'était comme aujourd'hui, ça coûtait toujours une couille. Oui. Ferrari, on avait rien à foutre. Ah non, il n'en avait rien à foutre. Voilà. Puis il venait de claquer en plus, donc vraiment, il n'y en avait plus rien à foutre. C'est vrai. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, pour faire tes bougies, c'est un peu relou, parce que les bougies, elles sont là-bas. Ce positionnement entre le coffre et l'habitacle. Très bonne transition parce qu'il y a un coffre. Ça lui donne vraiment un cul à rallonge que je trouve pas forcément très joli. Mais oui, mais en fait, quand tu sais pas où il est le moteur au début, tu te dis il est par là. En fait, une fois que tu sais qu'il est ici, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-bas dedans? Comment on ouvre le coffre? Ah oui, non mais voilà. Attends, mais il y a des boutons partout aussi. Oh, c'est électrique en plus, c'est chouette. Ouais, parce que la bonne idée des Japonais, on vous l'avait déjà dit. Les Japonais aiment bien les trucs bien mis au point. On a quand même un coffre dans une sportive. Et c'est trop cool. En vrai, il y a de la place. Et t'as de quoi mettre déjà un casque en entier, ce qui n'est pas forcément très évident. Finalement, moi, vous pouvez vous rendre compte que t'en mets en fait dans une NSX. Après, encore une fois, voilà le cul, heureusement que t'en mets. T'as vu la taille du truc? Tellement de second degré possible dans cette voiture. Oui, mais tu remarqueras, je grandis. Il était temps. On a quand même l'avant. Alors, chez Porsche et Ferrari, effectivement, en général, ils essayent de te foutre un petit coffret. C'est toujours cette même blague d'ailleurs quand j'essaye d'ouvrir des capots que je connais pas. S'il vous plaît, madame. Allez, madame. C'est bizarre de dire allez, madame, en mettant tes doigts dans une fente. Du coup, comme ils avaient mis un coffre à l'arrière, ils ont mis des trucs techniques devant. Alors du coup, il y a plein d'anecdotes. Alors ça, je connaissais pas, pardon. Nous avons une très belle roue de secours, certes galette, mais avec un pneu qui est plié. Pneu plié, jante quand même travaillée, pas genre une jante tôle de merde. Donc c'est une roue galette en jante alu, pas pareil que les autres. Voilà. Et deuxièmement, alors j'avais jamais vu ce système, ils t'ont fait un système de pneu qui est plié, donc le pneu n'est pas gonflé, il est replié sur lui-même, et l'idée c'est que tu le sors, tu le gonfles avec un compresseur additionnel, qui est livré avec la voiture, bien sûr, et du coup, après tu as une roue de secours. Et pour l'anecdote, du coup, tu te dis, comme là, j'ai pas la place de mettre ma roue que je viens de changer, tu crèves. Donc faut enlever la roue que tu viens de crever pour mettre celle-là. Ça coûte cher une jante d'NSX, donc faut la ramener chez toi. Elle rentre pas là, et bien le coffre derrière n'est pas tout à fait symétrique pour pouvoir mettre une des roues là-bas, dans le coffre. Voilà, donc à l'avant, non, c'est que des éléments techniques, mais à l'avant, on a un petit peu la vision des suspensions et du châssis, puisque cette voiture a un châssis qui est extrêmement raffiné. L'idée à l'époque, c'est qu'une Ferrari, ça allait vite, mais ça avait une tenue de route assez personnelle. On l'a vu dans la Testarossa, ça tient la route. Comme beaucoup de voitures de ces époques-là, c'était pas... J'ai envie de te buter, quoi. Voilà. Et là-dessus, fort de leur expérience encore une fois en Formule 1, Honda a mis le paquet sur le châssis. Mais quand je vous dis paquet, ça explique le prix. Cette voiture est la première voiture au monde à avoir un châssis monocoque en aluminium intégral. Il n'y a pas eu avant. Eh ben non! Il y a eu des constructeurs qui se sont amusés à faire des parties. La première voiture à avoir un châssis tout en aluminium, c'est cette voiture. Donc cette voiture est plutôt légère quand même. On n'est pas tout à fait à la tonne 3, qui en fait un rapport poids-puissance qui est très bon, puisqu'on a quasiment 300 chevaux pour une tonne 3 globalement lancée. Franchement, c'est pas mal. En plus, cette voiture a un système de suspension qui est vraiment travaillé avec du double triangle. Donc c'était franchement très rare à l'époque et c'était une solution qu'on retrouve en Formule 1. Parlons un peu design, rapido, bilo, parce que sinon on va vite se faire chier. Il y a une très belle anecdote sur le design. Enfin deux, enfin techniquement presque 3. Mais j'arrive. Il y a un truc. Vas-y, viens devant. Oh putain, ma zette! Trop cool. Voilà. Ouais, vraiment, hein. J'espère que vous l'avez entendu. Ouais, vraiment, là, la caméra, elle a failli tomber carrément. Donc c'était la grande mode des pop-up headlights, donc des phares qui sortent. Et cette voiture reprenait cette grande mode. Alors, pour l'anecdote, numéro 1, le designer de cette voiture est également le designer de la Ferrari Enzo. Ah, ça vous embouche un coin, là, hein. Ah, je ne sais plus quoi dire, je bégaye. Ah, voilà. Et deuxièmement, ces pop-up headlights, c'est le truc qui fera que cette voiture sera iconique. Les années 90, il y a plein de voitures qui avaient ça, notamment ses concurrentes, puisque jusque la 355
85, il y a eu du pop-up, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 90. Et au début, quand c'est sorti, c'était pas forcément très notable. Sauf que cette voiture aura une durée de vie très grande et on vous en reparlera un petit peu après quand on roulera. Et finalement, ceci lui donnera beaucoup de charme au début des années 2000 puisque c'était une voiture qui se travaillait encore ses pop-up au début des années 2000 alors que c'était totalement passé de mode. Et du coup, la phase 3 de cette voiture, puisqu'il y a une phase 3, abandonnera ces pop-up et on aura des feux qui sont ici qui étaient bien plus à la mode. Ce qui fait qu'au final, ces voitures sont beaucoup moins recherchées. Vraiment, vu que ça a été pensé comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que vraiment ça complète son look. Les dernières en 2004-2005 sont vraiment recherchées aussi. Parce qu'il y a eu une phase 2 de phase 3. Yes. Et alors, où on est bien. Le volant sur les genoux, mais on est bien. Je suis si fier. Ça se voit, en tout cas, sache-le. J'ai une clé de NSX. C'était le même fournisseur d'alarme, du coup c'est le même boîtier d'alarme. Et on a la même clé d'alarme. L'intérieur est conventionnel. Particularité des voitures des années 90 en général, nous avons ici donc ce qu'on appelle des satellites. Satellisés. Les voitures des années 90 adoraient ça, de mettre des fonctions un peu plus loin. Ça faisait très futur. Non, en fait. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que c'est arrivé très vite. C'était très vite connoté futur. Et ça a été très vite connoté passé. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup sur les japonaises. Subaru en a fait, Honda en a fait, et aussi beaucoup sur les Français. Citroën a été le spécialiste des Komodo satellites, avec des trucs mais totalement débiles partout là. Mais néanmoins, c'est tout plein de charme. Mon petit warning. Et regarde, quand tu allumes le warning, t'as les clignotants qui clignotent, mais t'as aussi un voyant warning. Ça allume en alternance ces clignotants et ton warning pour te dire t'as le warning. Parce que si tes deux clignotent en même temps, tu peux ne pas avoir le warning, bien sûr, ça peut être totalement autre chose. Comme ouais. Voilà, donc heureusement ils ont mis ça. On retrouve aussi un truc très japonais, la jauge à essence qui affiche en permanence. Ah oui, même à l'arrêt. Ouais. Et typiquement, à l'intérieur, là, c'est un Walkman. Genre, tu l'as eu, tu sais, tous ces appareils japonais qu'on avait dans les années 90. Et qui en vrai marchaient vachement bien. L'intérieur est ultra inspiré de ça, avec des boutons qui sont 100% japonais, qui claquent. Truc haut de gamme qu'on retrouve dans cette voiture, les aérateurs de porte, qui passent en fait à travers là. Ça, c'est un truc qui était inspiré des Allemands. Les Allemands faisaient beaucoup ça, notamment chez BMW. C'était quelque chose qui était considéré comme très haut de gamme, de mettre des aérateurs dans les portes. Ce qui est un bordel, parce que t'es obligé de mettre un joint sur la porte et tout. Puis en soi, ça t'apporte pas grand chose. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie de voir. Et je fais 1m20. T'es près du sol, hein. Oh, ça a l'air d'être un régal. Il y a beaucoup effectivement même d'électronique, hein. Là je vois Mirror déjà, électrique et tout. C'était haut de gamme. Oh. Ils sont trop forts. Un pour papa et un pour papa. Ça c'est japonais. Tu sais, je suis sûr que c'était un problème majeur pour eux. Oh là. Oh god. Ah oui là ça. Ah waouh. On va chercher directement la 5G là. Thomas, tu nous reçois? 6.5 hours later. Est-ce que l'auto serait pas momentanément indisponible? Peut-être un problème de capteur ou de bobine qui nous a abandonné dans cet essai. Le priori c'est pas grave, c'est juste que là tout de suite maintenant on n'a pas la pièce. Mais Et la réalité, c'est que ce moteur est sincèrement fiable. Elles ont toutes les mêmes odeurs ces caisses. L'odeur de paix? Non. Ah non, ça c'est ta voiture ça. J'enlève les pop-up. Voilà, je vois mieux la route maintenant. Ça va tout seul. Ah! Comment ça va vous? Maintenant que tu le dis, c'est un peu à l'étroit quand même. Tu touches déjà, oui. Même moi qui suis petit, je fais 1m70, je suis pas très bien installé parce que j'ai le volant sur les genoux. Ça me rappelle ma Saxo. Oh la vache! Yeah. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les pédales elles sont là-bas, comme toutes les sportives de l'époque, donc ça c'est pas un problème si tu veux. Sauf que il y a beaucoup de débattements dans les pédales, donc je suis obligé quand même de m'avancer un petit peu. Sauf que du coup t'as le volant qui est sur tes genoux, donc ça fait très bizarre parce que t'as une position toute comme ça. Ce qui est terrible à dire, c'est que c'est une voiture qui était développée au Japon par des Japonais. En moyenne, ils sont plus petits que les autres populations. Ce qui fait que oui, ça se voit que c'est prévu pour des gens qui font autour d'1m60 et même moi je pense que je suis plutôt grand pour la voiture. Alors c'est pas souple, je m'attendais à un truc souple, c'est pas souple. T'as vu le contour? Je suis en 2, j'ai déjà 3000 tours minutes. Oh la boîte c'est un bonheur. Ah merde, le micro était sur la ceinture, ça va être super ça. Cette voiture a beaucoup été vendue notamment dans sa communication sur le fait qu'Ayrton Senna, oui le pilote, a mis au point lui-même le véhicule. J'ai lu plusieurs sources, des sources qui disent qu'Ayrton Senna a été metteur au point du véhicule et des sources qui disent qu'Ayrton Senna s'est pointé à la conf presse en 90, tu vois, pour annoncer la voiture et puis qu'en fait il a rien demandé. Bonjour, oui c'est moi, ouais. Je l'ai vu une fois et puis je trouvais que c'était pas trop mal. Puis en
vrai dire, j'en avais un peu rien à secouer, on va pas se mentir. Je pense que ce bon vieux Ayrton, il avait rien à secouer, comme tu dis. Je pense que la source concordante, c'est plutôt qu'Ayrton Senna, contractuellement, devait aider un peu Honda et que du coup, il a fait la présentation de cette voiture. Alors, ça aura donné lieu déjà à une superbe légende comme quoi Ayrton Senna a mis au point cette voiture. Et ça aura surtout donné lieu à une vidéo. Je sais pas si on pourra vous la mettre pour des raisons de droit. On va vous mettre un extrait mocassin quand même. Ayrton Senna, qui est dans cette même caisse, en 90 à Suzuka. Il te conduit ça, mon pote. Oh, ce qui est très drôle, c'est que cette voiture est équipée d'un traction control que je viens de désactiver. Il y a l'ABS quand même, il n'y a pas le SP évidemment, mais il y a quand même l'ABS. Et il y a un traction control électronique qui est de la merde. C'est de la merde. Et ben figure-toi qu'Ayrton Senna c'est tellement de la merde qu'il désactive le traction control et il y a une vidéo de lui en mocassin où il te fait du traction control à la main comme ça, enfin, au pied, enfin vous avez compris, somptueuse. C'est sympathique. J'aime bien en vrai. Oh c'est marrant. Ah, j'aime bien. C'est un timbre très Porsche. Putain, j'aime bien en vrai. On dirait un flat 6. Je m'attendais pas du tout à ce bruit là. C'est fou parce que je m'attendais à un truc qui tire assez court en termes de rapport. Ça tire giga long. Ou alors j'ai démarré en 4. Bah, déjà, c'est qu'une boîte 5, hein, donc oui. Sur les dernières versions ou quoi, je crois que ça allait jusqu'à 2,70. Attends, faut y aller quand même un moment. J'aime bien, putain. Ah, on l'a senti le VTEC. C'est étonnamment plein de coupes. Tu vois, je remets du gaz. On a un Atmo qui prend des tours et je remets du gaz et je repars alors que je suis en 4. Alors ça a l'air un peu paresseux en entrée. Je suis essayeur automobile, vous savez, moi. Je fais de la Formule 4. Ah. Oh, t'as vu? Cool, hein. Oh putain, c'est. Il y a 2 regains. Ouais, en fait, faut arriver sur les freins. Si t'arrives pas sur les freins tout de suite, là, je vais là-bas là. Bah, en même temps, là, t'as pas tant de poids avant. Hein. Ça se sent bien. Je pensais que ça se sentirait moins. Ça se sent très bien. Donc, faut vraiment insister. Ouais, tout de suite. Moi, la sonorité, vraiment, je m'attendais pas à entendre un truc, vu qu'à l'arrêt, t'entends rien. Et là, 5000, un regain, 6000, 2 regains. Ah ouais. T'as vu? C'est fou. Mais en plus, c'est pile 5, pile 6. C'est le bon VTEC des familles, putain. Et ça y va, hein. Ah, il y a beaucoup de poids derrière quand même. Hein. Ouais. Ouais, et là, je suis qu'à 7. Hein. En fait, le problème, c'est que le circuit n'est pas assez grand pour que je puisse faire 8000. Donc, il va vraiment falloir que je me mette en première. Wouh! C'est génial ce déblocage de level, il est Incroyable. Ah, un petit peu quand même. Ah oui, ça glissouille à la demande. Hein. Tu verras, c'est bizarre parce que le châssis est très sain, très propre. Mais t'as vraiment ce feeling des années 90 pas engageant. En fait, c'est assez flou. Oui, ouais, je vois un peu l'idée. Ouais. La voiture, elle fait un peu peur. Déjà, la voiture est grande. Tu sens qu'il y a beaucoup de poids derrière et que ça pousse. T'as malgré tout du jus. J'en attendais vraiment rien au niveau du moteur, en tout cas en termes de couple. Et franchement, c'est coupleux. Le Z4M que j'avais, donc qui était une M346 dans un emballage plus petit, était typiquement un moteur totalement similaire à celui-ci. Donc 600 lignes, certes, mais atmosphérique qui prend des tours avec un gros rendement. Et c'est vrai que moi, on sentait beaucoup moins le couple. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus linéaire. Ouais, complètement. T'avais beaucoup moins cet effet couple. T'as l'impression qu'il fallait beaucoup plus y rentrer dedans parce que c'était plus lourd. Alors justement, comparé à ces problèmes-là, puisque la NSX se voulait assez GT finalement, les premiers retours diront que la voiture a un freinage un peu sous-dimensionné, que la voiture est un peu lourdingue. Parce qu'au tout début, on a l'impression que c'est pas souple, mais en vrai, une fois que t'es bien, que t'as un peu compris tes plages de régime et tout, t'as du regain quasiment quand tu veux. Et 2, du coup, t'es tranquille en fait, parce que t'as pas besoin de te faire chier à te dire ok, bon là du coup, faut que j'ai du couple, donc faut que je reprenne. On s'en fout en fait, ça marche. Là, c'est une très bonne GT, effectivement, une très bonne GT sportive. Certaines personnes lui ont reproché ça, donc Honda a sorti une version extrêmement rare nommée la NSX R, parce que ça suffisait pas, fallait faire une version sport celle-ci. 400 exemplaires dans le monde et la voiture perd 100 kg par rapport à celle-ci. Il y a plein d'améliorations, il y a un autobloquant, il y a une boîte qui est plus courte, le châssis au tout refait. Et la voiture aujourd'hui est un saint graal de la NSX. Alors si vous trouvez une NSX R, parlons prix, tiens, c'est le bon moment. Celle-là, du coup, elle a été vendue à quoi? Quasiment 20 000 exemplaires, des 19 000, un truc comme ça. Dans le monde, ouais. En Europe, très peu, puisque nous, on avait nos Porsche, Ferrari, et puis on dit oh, ouais, Ferrari, boum boum. Par contre, c'est une voiture qui a eu une très grosse carrière au Japon, naturellement, mais une très grosse carrière aux États-Unis. C'est une voiture qui a très bien marché aux États-Unis, justement, parce que les Américains ont été très séduits par cet aspect fiabilité. Et surtout, les Américains avaient déjà eu l'offensive en termes de moto, et donc étaient déjà largement passés aux appareils et aux véhicules japonais. Eux, ça les choquait beaucoup moins. Effectivement, comme tu le dis, en Europe, ça n'a pas été vendu tant que ça, donc ce qui en fait une voiture assez rare, donc ce qui fait que ça cote encore. Sa grand-mère la pute. Trop mal. Il y a une petite dizaine d'années, ça se trouvait autour des 30 000 €.
Pardon? Sauf que oui, une 360 Modena à l'époque valait autour de 60 et quelques, et c'était quand même des valeurs accessibles entre guillemets, en tout cas pour rouler en Ferrari. Et littéralement, même à 30 000, 35 000 balles, personne n'en voulait. Comme peu les R5 Turbo 2 aussi, qui passaient un temps se trouvaient à moins de 20 000 euros. La bonne blague aujourd'hui quand tu vois les prix que ça coûte. Et aujourd'hui, c'est des voitures qui se trouvent à au moins 60 000 euros. Pardon? Et encore pour des versions en boîte automatique. Pour des beaux exemplaires comme celui-ci en boîte méca, on monte presque aux 70. Si j'ai un conseil, hein, boîte automatique, non. Je pense que c'était pas incroyable. Hein. Comme plein de trucs, faut faire tout ou rien. Soit c'est en boîte méca, tu kiffes, soit tu fais pas. Je pense que ça s'est vendu à un exemplaire en France en boîte automatique. Oui, et faut pas l'acheter Il celui-là. faut pas l'acheter. Ayrton Senna, mocassin, C'est parti. et il faisait du traction control comme ça là. Ah oui. Allez, Porsche, Honda. La boîte est à régal, l'embrayage. Là, est tu à fais des régal. gros freins ou c'est que ça freine pas? Non, 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 c'est que j'y mets rien du tout. Ah ok, non, je me demandais un peu. Si, ça vise quand même, hein. Putain, c'est précis, hein. Ah, c'est qu'on atteint des vitesses, on était à 130 là déjà. Hein. Et t'as vu, alors que j'ai passé la 3 vachement tôt? Putain, tu sais que je suis sur le cul que ça marche autant. Mais moi aussi, hein, mais c'est super léger, hein. Ça pousse. Et en plus, c'est la version 1 en boîte 5. Ça glissouille. Après, bon, c'est pas bien engageant en glissouille. 5000, 6000. Pas de direction assistée et c'est très bien. Alors c'est dur, mais ça demande un vrai engagement en termes de conduite et c'est du coup plutôt chouette. On va vachement vite, mais oui, on hein. s'en rend pas compte. Surtout dans les virages. Là-bas, j'étais à 140 dans le virage. Je pense que les gens ont dû râler principalement sur le fait que tu as des rythmes fous sans t'en rendre compte. Et ça, je pense que quand ça t'échappe, ça doit faire mal. C'est comme tout, après le problème c'est que sur route tu te rends pas compte non plus. Tu fais pas ça sur route en fait. Oui, tu fais pas ça sur route. En entrée, un peu de Porsche. Un peu de Porsche. En plat, un peu épicé. Et en dessert, un piment pur. Elle y va hein, si tu mets plus de gaz. Mais oui. Bon, quand ça part, ça part. Hein. Je pense que ça demande un sacré doigté pour la mettre en travers en sécurité. Tu vois, je m'attendais à être un peu déçu. Typiquement comme l'Integra Type-R. Je m'attendais à être un peu déçu en me disant oh. C'est tellement bien. Alors que c'était l'un de nos meilleurs essais en fait. C'était l'une de nos meilleures découvertes. Et on lui en demande. Et là, littéralement, c'est pareil, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça t'en donne, et en plus, c'est fiable. Alors que t'achètes une Ferrari 348, t'achètes une Ferrari 355 contemporaine, Dès que tu la sors. tu te dis, le machin, en fait, il explose, je suis foutu, quoi. Et il y a des chances qu'il explose, le bordel. Franchement, le rapport qualité-prix, finalement, je trouve, même à ce prix-là, est plutôt bon. T'as quand même le feeling des sportifs des années 90, ce feeling très mécanique. Et malgré tout, un moteur qui prend des tours, malgré tout, une voiture qui marche, et le tout sans te prendre la tête. Et bah, franchement, je suis un peu scié. J'aime bien les poignets. Bon, alors, ce qui est en train de se passer, j'ai fait 15 minutes avec. C'est déjà pété. Fait un peu un bruit de bielle quand même. Bon, bah la voiture est pétée, voilà. Bah bon, qu'est-ce que je te raconte, Pierre Chavrier? Ça y est, je comprends tout ce que tu disais. Le volant, ça va être un enfer comme d'hab. Ok, impeccable, et bah ce sera très bien comme ça. Effectivement, hein, par contre, volant genou, pédale complètement à droite. C'est vrai que la boîte verrouille bien et tout, c'est vrai que ça a l'air agréable. La boîte est agréable. Ta tête, c'est comment? Ça va, écoute, vachement mieux en... Ah oui, il y a la marge. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de creux au niveau de ma tête que de ta tête dans le toit, non? C'est complètement une impression. Effectivement, il y a plus de creux. Le toit est un peu plus bombé de ton côté que du mien. Écoute, j'aime bien globalement quand tu roules déjà tranquille. Pour l'anecdote, le mec qui l'a dessiné était le designer de la Enzo, mais le mec qui l'a ingénieré est le mec qui faisait chez Honda les voitures qui couraient en course, donc le mec était pas mauvais, et le mec qui sera chef de projet de la S2000, qui est aussi une excellente Honda qu'on adorerait vous présenter sur la chaîne. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les freins, parce que comme je t'en ai parlé, vu qu'ils disent que c'est de la merde, j'aimerais bien voir si c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. Oh, Ah oui, de la merde. oui. Ça, c'est Génial, dingue, ce regard est il est fou. génial. Il y a aussi des gens qui diront que la Honda NSX était une voiture un peu trop GT, mais certains diront aussi que c'était une voiture peut-être un peu trop parfaite. Regarde le concentré là, il est en train de gagner le Grand Prix Explorer. Ah oui. Ah, ouah. Ah, ça fait un bien fou, hein. Si, ça... Oh, le téléphone. Là, sur l'attaque, ça va. C'est rigoureux, hein. Franchement, ouais, hein. Par contre, t'as vu tout de suite, ça donne une envie d'attaquer ce bordel. ouais. En fait, je me dis que si j'en avais une, j'aurais du mal à pas l'emmener sur circuit. Ah ouais, vraiment. Mais il faut la préparer, hein. Et justement, alors c'est pour ça aussi que les prix sont très hauts. Beaucoup de gens les ont modifiés et préparés parce que c'est vraiment fait pour aller faire du circuit en fait. C'est génial en track day. Ou alors il en faut une d'origine. Oui, il t'en faut plusieurs. Et Ouais, une course. il t'en faut plusieurs. Voilà, on a trouvé la solution. Ça a gagné les 24 heures du Mans, Yann NSX. Dans sa catégorie.
tu vois, d'accord. tout de suite c'est la compliqué. GoPro, merci, bonjour. Et je pense que quand tu la connais, que tu la maîtrises et tout, je suis sûr que ça peut se placer. C'est pas une drifteuse, enfin de base. Par contre, boîte trop longue. Bah après c'est peut-être la piste qui est trop petite aussi. Hein. Putain franchement, en vrai j'aime bien. Quand tu te poses un peu et que tu te dis en vrai c'est sympa de pouvoir cruiser éventuellement sur des petites routes chouettes, sans bombarder, bah en vrai je le fais. Hein. On parle pas de ça parce que c'est vrai que de base ça se veut pas être vraiment spécifiquement confortable, mais je trouve que pour ce que c'est, moi je fais des bornes avec en vrai. Hein. Les sièges sont bien, tu te mets en fond de 5, t'es pas trop dans les tours sur autoroute et t'es bien. J'aime bien. Bah, j'ai du mal à y trouver des défauts. Pour être un peu trop long. Ça manque peut-être un peu de piment, ça t'arrache pas la gueule non plus. Ça pique, mais ça t'arrache pas. Ouais parce que là c'est super sain, ça marche bien. C'est peut-être même trop sain en fait, si on voulait chipoter, parce que c'est chouette quand même, hein. Il y a des saveurs des années 90 qui sont chouettes et ça fait longtemps qu'on les avait pas senties. Peut-être un peu trop parfait. Tout est globalement bien, mais du coup ça en fait pas un truc extraordinaire. C'est un truc super chouette, donc je persiste et je signe. Ayrton Senna s'est emmerdé. Hein. T'as globalement une Ferrari en un peu mieux, avec un peu moins d'âme. Quoique, quand t'es vraiment dans les tours, tu peux ressentir une âme différente, mais tu la ressens quand même. Finish line, bravo. Et bah c'est chouette. C'est super. Je suis apaisé. J'ai conduit une NSX, je suis trop content. Bon alors, monsieur Lévy. Bah j'achète, hein. J'en suis pas au point d'acheter, mais j'aime beaucoup. C'est un peu radical comme j'aime, mais sans trop pour que ça reste utilisable. C'est fiable, c'est une bonne gueule. Mais ça tirait bien ça. Avec des mocassins. Ça te fera acheter des mocassins, ça. C'est une belle idée, tiens. Je peux d'abord acheter les mocassins, ça c'est bon. Ça c'est ok, financièrement c'est tout bon. C'est un très bon essai, en vrai j'ai très envie d'acheter un truc comme ça. Franchement c'est très très chouette. Comment qu'elle s'est finie la vie de cette caisse là? Ah bah oui, Parce pas que dit moi la c'est fin. ça que j'attends depuis tout à l'heure. Alors tiens, on va s'asseoir, voilà. Donc Honda, ils ont sorti ça en 90 et à l'époque la voiture se battait contre la Ferrari 348, c'est-à-dire une berlinette moteur central arrière qui faisait 300 chevaux, qui faisait des performances à peu près équivalentes, un poil mieux mais en vrai le poids ici aidait. Niveau châssis ça allait mieux, donc au final on avait une voiture vraiment proche et vraiment crédible en termes d'alternatives. C'est pour ça que le premier monsieur qui l'a acheté a fait ce choix-là. Il s'est dit une 348 c'est de la merde. Honda a maintenu cette voiture en production jusqu'en 2005, 90, 2005. Au total pour les exemplaires japonais il y a eu 16 ans de production. C'est immense pour une voiture notamment sportive. T'imagines que les Lamborghini, les grandes Lamborghini qui remplacent jamais, il y en a eu 5 dans l'histoire de la marque, c'est à peu près tous les 10 et quelques années, là c'est 16 ans. Ce qui fait que, autant au début, cette voiture était une alternative très crédible à une 348, mais en 2005, Honda avait sorti la NSX, certes avec un peu plus de cylindrée, certes avec une gueule un peu différente, mais c'était exactement la même, alors que Ferrari, ils ont sorti la 348, la 355, la 360 et la F430. Dans le même laps de temps, Ferrari, ils ont fait 4 modèles, et pour vous dire, en 2005, lorsque cette voiture était encore vendue, donc sans ses pop-up, avec ses phares ici, elle avait toujours 290 chevaux, la F430 en faisait 490. Ouais bah là du coup Oui, alors certes le prix de la NSX a un peu baissé quand celui de la Ferrari a un peu augmenté, néanmoins c'était plus du tout les mêmes bagnoles. Et du coup cette voiture, autant dans ses premières années, a eu une très bonne image et était vraiment une alternative crédible, et en fait ça a été une longue pente. Doucement la voiture est devenue de plus en plus surannée, c'est l'une des voitures à avoir gardé ses pop-up plus longtemps, ça fait partie aussi du surranné, et ils n'ont pas vraiment fait évoluer la voiture, ce qui fait que la voiture a été de plus en plus boudée, et ce qui fait qu'en 2005 ils en vendaient plus du tout. Genre les gens se foutaient de la gueule de Honda. Lamborghini avait sorti sa Gallardo, qui lui mettait une claque gigantesque puisque ça passait les 500 chevaux aussi. Audi avait sorti la R8, qui était une voiture qui avait rien à voir également. Donc c'est dommage, triste fin pour une voiture qui en demandait pas tant au final, parce que c'est une super caisse. Et maintenant les connards comme moi ils se battent pour acheter une NSX alors que personne n'en voulait. Bravo. Et bien un grand merci au circuit de l'Ouest parisien qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui et qui nous a permis de kiffer cette super NSX. Et merci au loulou Hugo qui nous prête ce modèle qu'on n'a presque pas cassé. Son Instagram est en description et celui du circuit est en description également. Et puis ben, surtout gros bisous hein. Et bah ciao. Chose à vous dire, la première, voilà, ça c'est fait. Deuxièmement, c'est pété, toujours pété la voiture.